Bonjour à tous et bienvenue. Décidément, l'actualité est très riche côté Olympique Lyonnais avec l'éviction de Pierre Sage et l'arrivée imminente de Paulo Fonseca sur le banc. Ce sont évidemment des choix du propriétaire, John Textor, qui est assez impatient, on va dire, avec ses entraîneurs et globalement son personnel. On remarquera que directeurs sportifs, directeurs généraux et coachs fusent à la vitesse d'une année maximum, puisque rendez-vous compte, Pierre Sage est je crois le seul entraîneur avec Luis Castro à avoir duré plus d'1 an sur un banc d'un club contrôlé par John Textor depuis son arrivée dans le football entre Botafogo, Molenbeek et l'Olympique Lyonnais. Rendez-vous compte que l'an passé, par exemple, le club belge a utilisé 4 entraîneurs différents. Au Brésil, après Luis Castro, qui est parti à Al Nasser, on a eu Bruno Lage, qui est ensuite parti, je crois, à Benfica, un intérimaire brésilien, puis Arthur Jorge, qui gagne le titre, etc. Et tout va bien, sauf qu'en fait, il y avait pas mal de tensions, et il est désormais au Qatar, remplacé donc par un autre Brésilien. À Lyon, on a vu Laurent Blanc, puis ensuite Fabio Grosso, on se rappelle de cette passe d'armes où beaucoup imaginaient Jorge Mendes placer Gattuso, et puis finalement, revirement de dernière minute, c'est Gattuso, et désormais Pierre Sage, qui a fait un peu plus d'une année, avec un bilan, pour le coup, qui restera dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Puisqu'on va tout de suite commencer cette vidéo sur pourquoi évincer un coach qui a la plus haute moyenne de points et de pourcentage de victoires depuis 2008. Ça fait que depuis plus de 16 ans, je répète, depuis plus de 16 ans, aucun coach de l'Olympique Lyonnais n'a affiché de telle moyenne. C'est-à-dire que derrière Gérard Rouillet et Alain Perrin, je crois, c'est le progrès qu'il a sorti, que Pierre Sage a le 3e pourcentage de victoires par match. Donc c'est un bilan presque immaculé, j'ai envie de dire, et il sort par la grande porte. Alors c'est vrai que les dernières semaines ont été décevantes, il y a eu cette élimination en Coupe de France à Bourgoin et des nuls répétés contre Toulouse, contre Nantes, victoire à l'arrache face à Montpellier qui n'était pas convaincante. Alors certains en interne se disaient peut-être que l'équipe elle surperformait, et d'autres disent bizarrement à chaque période de mercato, depuis l'arrivée de John Textor, le pourcentage de victoires et de résultats est très bas. Période de mercato, ça va mieux. Et là, vous vous rendez compte qu'avec la DNCG, ça a quand même pas mal bougé dans le groupe à ce niveau-là. Il y a encore les départs, puisque l'effectif, certes, ce sont souvent des remplaçants qui sont partis. Kakrel n'était plus titulaire, Orban notamment, Ben Rama qui devrait bientôt rejoindre la 2e division saoudienne. Mais ça fait quand même des jokers en moins, et donc tu as un effectif qui, en termes de quantité, aujourd'hui est très léger, principalement en défense. Donc, avec toute cette période d'incertitude, on remarque qu'à chaque fois qu'il y a une période de mercato, ça a été compliqué. Et on rappelle que Pierre Sage, lorsqu'il récupère le navire, à la base, c'est un intérim, il ne devait pas forcément garder le poste. Et puis, finalement, ça se passe très bien, des victoires, et allez, go. Parce que Textor, il y a beaucoup de gens qui lui chantaient aux oreilles à l'époque. On a parlé notamment de l'influence d'une boîte d'agence, CA Base, qui n'était pas forcément toujours de bons conseils. Et finalement, Sage va garder ce poste-là avec un staff ramené, avec des gens qui sont issus notamment du milieu semi-professionnel, voire amateur. Ça se passe globalement bien. Alors c'est vrai qu'il y a un changement de statut. Certains vont dire qu'en effet, il a peut-être un petit peu changé et tout. Mais il a aidé pas mal de joueurs, notamment le travail de Ryan Cherki, qui avait perdu du poids il y a quelques mois. On se rappelle au début, il le mettait, puis ensuite il y a eu ce passage sur le banc. Alors, c'est jamais trop évident, il y en a qui se plaignent encore un petit peu de Cherki à l'intérieur du club. Bon, ça, c'est chacun sa version à ce niveau-là. On peut penser évidemment à Tolisso, à Lacazette l'an passé, qui était ravi de voir l'arrivée de Sage, qui s'est appuyé sur, on va dire, des joueurs fiables, comme il dirait, surtout Tagliafico, qui est peut-être pour le coup le mec le plus droit, on va dire ça comme ça, de l'effectif le plus suivi, vraiment en termes de fiabilité, c'est ça. On dit pas que c'est le meilleur joueur du monde, mais c'est un mec où tu sais où tu vas. Parce que malheureusement, dans ce vestiaire, il n'est pas forcément évident. Tu as des gens qui sont très susceptibles, d'autres qui ont des égos, il y a un peu les clans et tout. Et heureusement qu'il y a des joueurs comme Tagliafico, comme Matic, qui globalement arrivaient à faire l'unanimité auprès d'eux pour leur personnalité et ce qu'ils dégageaient. Et on sait que Sage s'est beaucoup appuyé sur eux. Alors certains vont reprocher un certain attentisme parfois, qu'il attendait trop pour les changements, pas avoir peur vis-à-vis de certains statuts. Bon, le problème étant qu'à l'Olympique Lyonnais, on se voit plus beau qu'on est. C'est-à-dire qu'on est dans un club qui a planifié, en effet, dans son budget une qualification en Ligue des Champions, parce que financièrement, ils en ont besoin. Sauf qu'avec la défense actuelle, je veux bien tout entendre, mais est-ce que, vu la défense en quantité et en qualité, est-ce que l'Olympique Lyonnais peut prétendre à une place en Ligue des Champions en jouant en même temps une Coupe d'Europe par semaine? C'est pas forcément évident. Après, vous allez me dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de talents offensifs, on est totalement d'accord. Est-ce que ces talents offensifs sont réguliers? Est-ce qu'un mec comme Miko Tadze, c'est régulier? Est-ce qu'un mec comme Fofana, vu son âge, c'est encore régulier? Est-ce que Cherki est régulier sur toute une saison? Est-ce que tous ces joueurs sont complémentaires? Est-ce que derrière, tu as des 6 qui sont suffisamment capables de ratisser le terrain et tout ça? C'est vrai que Tolisso, personne n'attend à ce niveau, il a retrouvé vraiment magnifique performance, mais est-ce que derrière, c'est assez solide? Alors maintenant, tu as trouvé un gardien, Perry, c'est plutôt pas mal, mais tu as un autre problème, et c'est ça le point central de cette vidéo. Sage, qualité défaut de ce que vous voulez, c'est qu'on a un propriétaire qui s'ingère. Et ça, il le fait à Molenbeek, mais surtout entre Botafogo et l'OL. C'est pour ça que j'ai titré que c'est un jouet. Parce qu'en fait, le jouet, tu le veux tout de suite. Oh, je veux Pierre Sage. Oh, je veux tel joueur, etc. Je veux Wilfried Zaha. C'est moi qui le veux. Hein. Donc,
Quelque part, l'avis de sa seule de recrutement, de son directeur sportif, de son coach, non, je veux Wilfried Zaha, je veux Niakate 31 millions, parce que souvent il y a des histoires business derrière. C'est comme là le transfert récent de Luis Enrique, de Botafogo au Zénith, mais dans le même temps, tu as un joueur du Zénith, Arthur, qui jouait pas du tout, qui passe à Botafogo pour une dizaine de millions. Il y a toujours quelque chose derrière. Vous vous doutez bien que le Mangala Niakate, entre 55 et 60 millions, bonus compris, et les commissions, derrière il y a un business. Parce que si Marinakis un jour veut contrôler un peu un autre club, peut se servir notamment, ok, j'ai d'autres amitiés et tout. On a compris. On a été des joueurs surpayés, ce qui est d'ailleurs un problème chez Eagle, parce qu'on parle d'ingérence et de gare de chemin de fer. Vous regardez les trois clubs, Molenbeek, Botafogo, Lyon, dites-moi quel entraîneur peut faire quelque chose quand il y a à peu près 30 arrivées et 30 départs. Alors j'exagère un peu, allez on va dire 25 arrivées, 25 départs, entre les prêts, les résiliations, les silas, c'est un hall de gare. Les trois clubs sont devenus, bah voilà, alors on se change les joueurs, on se les prête, ça on a compris le mécanisme, je mets l'argent à gauche pour le récupérer à droite, ok. Mais il n'y a pas que ça, il y a des transferts complètement loufoques et souvent surpayés. C'est-à-dire qu'il y a eu des bonnes réussites, on pense à Igor Ressus, qui va risquer d'être vendu bien cher par Botafogo, et Luis Enrique, ça a marché. Sauf que dans le même temps, Luis Enrique, tu avais Luis Enrique qui part à Botafogo et Abner qui va du Betis à l'OL. Alors là, Luis Enrique part, comme je l'ai dit, ce deal incroyable au Zénith, avec de l'autre côté un joueur du Zénith qui arrive à Botafogo et tout, mais de l'autre côté, tu en as plein d'autres qui sont surpayés, qui sont en voie de garage et qui vont partir libres. C'est très dur pour un entraîneur de toujours devoir composer quelque part avec un nouvel effectif. Et donc, on se passe un peu tous les jours, donc la stabilité est dure. On a vu que pour les coachs, il n'y en avait pas. On peut dire donc pour les joueurs, il n'y en a pas non plus, parce qu'il y a des besoins financiers, mais c'est pareil ailleurs. C'est-à-dire que le directeur sportif de Botafogo, il a dit ciao, ils ont terminé champion, mais vous avez vu, termine champion, c'est quand même un grand club. L'entraîneur, ciao, le directeur sportif, ciao, parce que c'est très dur de travailler avec Textor, qui des fois va nommer des mecs, je comprends pas, Gauthier Ganaï, le spécialiste de je fais descendre les clubs, il l'avait nommé à Molenbeek. Bah évidemment, au bout d'un an et une nouvelle descente, bah oui, bonne nuit Gauthier. Mais quelle est la personne qui a pu lui conseiller Gauthier Ganaï? Regardez à Lyon, il y a eu encore plein de changements de la direction sportive, David Trio et tout, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu des transferts à Lyon, tu te demandes. Mama Baldé, tu l'achètes 6, tu le revends 4,5. Alors, je parle même pas des micmacs de Textor entre les Jeffinho, Adrielson et tout ça. Mais pourquoi je dis que c'est problématique? C'est que vous avez un homme d'affaires qui a d'autres business aussi, qui est pas là tout le temps dans ses clubs, mais qui veut s'ingérer comme un joueur. Non mais faut tel joueur, faut tel mec qui joue. Rendez-vous compte qu'au Brésil, Arthur Jorge, il a pété les plombs, et ça, je pense que la presse bien aussi l'avait sorti. C'est-à-dire que Textor voulait les compos, ouais mais moi je pense qu'il faut faire jouer tel mec, faut faire tel système et tout. Alors il a une petite connaissance football quand même, il est passionné, il est très émotif, ce que vous voulez, mais à un moment donné c'est pas le coach, c'est pas le directeur sportif, c'est-à-dire qu'il va mettre à mal toute la structure qui a été mise en place. Par exemple à l'OL, t'as ramené des recruteurs décidés là, mais quand Textor a envie de faire une recrue, il l'a fait, il s'en fout. Et notamment Zaha, ça a été un problème, parce qu'en plus Zaha lui murmurait un peu à l'oreille. Zaha ça coûte à peu près 4 millions pour 6 mois à l'OL, entre le salaire, la prise en charge du prêt et tout. Désastre absolu. Et on peut parler de plein d'autres joueurs. La Tessman, faut le faire jouer parce que c'est un joueur Textor. La seule bonne opération vraiment qu'il a faite, c'est O'Brien. Alors pour le coup, bon, c'est plutôt un bon garçon, mais s'il était un peu limité. Première offre, évidemment, ils l'ont vendu, donc ça, ok. Mais tous les autres, tu fais quoi? C'est-à-dire, Niakate, c'est pas un mauvais bougre en plus. Mais 31 millions, faut arrêter les conneries. Mangala, faut arrêter les conneries. Et souvent, t'as ça. Plus des joueurs qui sont surpayés. Mikotadze, je sais pas, qui a négocié le salaire et le transfert et les commissions, mais non. Donc, il y a eu des choses comme ça où tu te dis, mais qui gère le club? Parce que si tu regardes la balance départ-arrivée, tu te rends compte que souvent, c'est un peu compliqué. Alors là, on va me dire, oui, Fofana, il a pris de la valeur, oui, mais regardez, Gift Orban, c'était pareil. Gift, Dieu donné, Orban, j'ai bien envie de dire. Il y a certaines personnes qui vont comprendre ce que je veux dire. Et bah, Orban, tu l'achètes 14-15, tu le revends pour 10, bon, un an après, tu te rends compte, tu voulais un peu le dégager, et ok, il y a plein de trucs comme ça, c'est la lessiveuse. Et au mieux, vous avez l'entraîneur. Alors l'entraîneur, à un moment donné, on lui dit, comme au Brésil, et même un peu à Lyon, Mangala, il doit jouer cet été, parce que je dois le vendre. Là, je pense que Kumbendi, peut-être mal le prononcer, latéral droit, je pense qu'il faut bien le mettre en avant aussi, parce qu'on espère qu'il va partir, parce qu'on sait que les latéraux jeunes, ça peut partir. Au Brésil, c'était ça aussi. Hein. Ah, mais il faut mettre tel mec et tout. Donc à un moment donné, les mecs n'en peuvent plus. Les directeurs sportifs, les directeurs généraux. En fait, Textor, il les sort le monde, parce qu'à un moment donné, tout le monde vous dira, mais il est communicatif, il donne beaucoup d'énergie, c'est un mec très charmant, tu vois, qui a aussi ce côté un petit peu passion, mais s'il y a tout le business derrière, comme on l'avait expliqué. Mais en fait, il tue parce qu'à un moment donné, il va dérégler complètement le fonctionnement du club, et il l'a fait depuis le début à Botafogo, à Molenbeek et à l'Olympique Lyonnais. Donc dans ces conditions, tu peux mettre tel ou tel coach, c'est compliqué. Et Fonseca, il a toujours voulu faire Fonseca, mais personne ne sait exactement pourquoi. Mais il a décidé, je veux Fonseca. Donc ça fait depuis un moment, c'est pour ça que globalement tout le monde savait que Pierre Sage n'allait pas durer ad vitam aeternam sur le banc, parce que Textor essayait que le jouer, maintenant c'était Fonseca. À un moment donné, Sage, ok ça marche bien, je veux mon Pierre Sage, maintenant je veux mon Fonseca. Avant je voulais Wilfried Zaha, maintenant je veux Tessman. Ah mais c'est mon Mangala, ah mais c'est mon Niakate, ah mais c'est Abner. Ah mais non mais il faut faire jouer Adrielson. Adrielson ça a été un autre problème parce qu'il a joué ni à Lyon ni à Botafogo. Ah non mais il faut faire jouer Adrielson, il faut faire ci, il faut faire ça. Qui peut réussir dans ces conditions-là? Tant que Textor se comportera
un peu, j'ai envie de dire, comme l'émir du Qatar ou d'autres. C'est-à-dire, ah ben non, moi je veux ci, moi je veux ça, parce que soi-disant, je paie, je suis propriétaire et tout. Tant qu'ils continueront à se comporter comme ça avec autant d'ingérence, je ne vois pas comment l'Olympique Lyonnais peut terminer les 4 premiers. Alors, tu vas me dire, par la réussite, on ne sait pas, mais en tout cas, ça, tu peux y arriver sur une saison, mais à terme, l'instabilité provoquée par John Textor et toutes ces ingérences, elle ne peut pas faire de bien à l'Olympique Lyonnais. Bref, il y a encore quantité de choses à dire, notamment sur la valorisation de certains transferts, mais je le répète, l'OL a fait aussi de bonnes choses sportivement. On a reconstruit une cellule de recrutement, on a amené plutôt des belles personnes, alors après, est-ce qu'elles sont écoutées, c'est encore autre chose. Il y a eu Chirou qui est parti, avec, rappelez-vous, ce transfert incroyablement folklorique de Amin Sarr. Le passage d'David Trio, bon, pas forcément été un succès. Mathieu Louis-Jean, finalement, à un moment donné, était sur la sellette, puis il a été promu et tout. On a également le directeur général Laurent Prudhomme, qui est évidemment plus attaché à sa communication personnelle, à son image personnelle que celle du club dont il est employé, mais c'est encore autre chose. Donc il y a quand même encore un petit peu de boulot, notamment la formation qui est complètement délaissée, des fois c'était un petit peu insalubre, le manque de moyens pour la formation, ça on n'en parle pas trop, mais c'est un vrai sujet. Alors je sais que l'OL a une difficulté économique, mais c'est pas une raison pour faire complètement du low cost au niveau de la formation. Ça c'est un vrai sujet, on aura peut-être le temps d'y revenir, parce qu'en effet, même si on fait une vidéo sur le sportif, elle est forcément conditionnée aux conditions économiques de Botafogo, de Molenbeek et de l'OL. Alors certains vont dire que ce sont les vases communicants, je préfère parler d'acrobatie de la finance, on a fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je terminerai simplement là-dessus, l'OL souhaite encore se séparer de certains joueurs, certains salaires. Alors Benrahma, ce sera du prêt avec normalement une option d'achat à 12 millions plus un petit peu de bonus, en cas de montée du club de Neom en première division saoudienne, je crois qu'ils sont actuellement premiers, il y aura peut-être d'autres offres pour d'autres joueurs, on sait que Botafogo souhaite encore en vendre certains, donc voilà, ça va être des ventes pour en reprendre, etc. Donc pour n'importe quel entraîneur, de Pierre Sage à Arthur Georges en passant par Paulo Fonseca, on se doute que la tâche elle est ardue avec un tel propriétaire, puisque votre effectif actuel, dans 6 mois, vous savez qu'il sera différent et il sera surtout soumis aux desiderata du propriétaire, qu'importe l'avis du coach, qu'importe l'avis du directeur sportif. Si à un moment donné quelqu'un murmure à l'oreille de Textor ou un agent, que sais-je encore, qui a un bon business ou qui a autre chose, et ben des fois il va foncer, qu'importe les lacunes potentiellement de l'effectif. On le voit notamment avec l'Olympique Lyonnais, parce que je le répète, comment tu peux avoir un secteur offensif aussi fourni, même parfois qui fait doublon, donc c'est forcément dur parce que le vestiaire Noël en plus il a beaucoup d'ego, il n'est pas évident avec les petits clans et tout, donc déjà c'est très dur à manager. Et donc d'un côté t'as ça, de l'autre côté en défense d'être aussi appauvri en quantité et en qualité. C'est une véritable question, mais ça fait partie de l'équation Textor avec Eagle et tous ces clubs. Donc voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Et on se retrouve très vite. Keep the faith.